T'as un mec qui fait juste de la muscu, il peut te faire un CETA, tu vois, facilement. Une grosse cotation, est-ce que de la passer en salle c'est validé ou faut la passer en XT pour que ça soit validé? Ils ont pas le bagage technique, ils ont pas la gestuelle, ils ont pas la connaissance du milieu. T'as des points tous les 50 cm. J'ai trouvé ça trop chiant. Enfin, l'échelle intermédiaire, pour moi, c'est ceux qui sont dans le 8. Mais je crois que c'est le but de la chronique de foutre la merde comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Grimpeurs, le podcast escalade le plus solide du game, le plus réel du game, le plus moustachu du game, le plus traction à un bras du game. Ici on parle et on débat de la grimpe dans toutes ses formes jusqu'au plus controversé. Les épisodes sont enregistrés en live le lundi à 18h, donc si vous souhaitez participer à l'émission, tous les liens sont dans la description. Bon épisode. Salut tout le monde et bienvenue pour cette première émission du podcast Entre Grimpeurs. Si vous êtes ici, c'est que vous aimez le monde de la verticalité et plus particulièrement l'escalade, une discipline dont son ascension est fulgurante depuis quelques années. Aujourd'hui, vous êtes en très bonne compagnie avec non pas 2, non pas 3, mais 4 créateurs de contenu grimpe et on va vous accompagner dans ce début de soirée pour parler escalade. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne YouTube. Chaque émission sera hebdomadaire et aura 3 rubriques de 20 minutes. On est donc ensemble pour plus d'une heure. La thématique principale de ce podcast va traiter des cotations en escalade et sera divisée en plusieurs rubriques. On va commencer par Amael, passionné de sport extrême, créateur de contenu sur YouTube depuis 5 ans, actif depuis 2 ans, connu sur le nom d'Ablock. Il se définit lui-même comme Explorider et va traiter des discussions et débats sur les sujets qui façonnent la communauté grimpe. Ensuite, Guillaume, journaliste spécialisé dans l'histoire du sport outdoor, va nous raconter l'origine de la cotation et nous parler équipement, notamment avec l'évolution des cordes. Il est aussi sur YouTube sous le nom de Style Alpin. Pour finir, nous avons Papel, appelé aussi Jean Papel, youtubeur et spécialisé sur l'histoire des grimpeurs et la grimpe en falaise. Il est à La Réunion et va nous parler sur les enjeux sociaux, culturels et des tendances médiatiques de l'escalade. Les petites cotations ont-elles leur place sur les réseaux sociaux? Nous allons tout découvrir aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, moi c'est Baptiste, cofondateur de la chaîne YouTube Côté Bloc et fondateur de Nival, une marque de textile pour l'escalade. Je serai en charge de la rubrique coulisses de l'entrepreneuriat dans le monde de l'escalade dès la semaine prochaine. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tour de table pour prendre la température ou plutôt pour estimer la cotation du jour. On va commencer par l'ordre des rubriques. À bloc, Amael, comment tu vas? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le format Entre Grimpeurs parce que c'est à la base toi qui l'as initié et on s'est rassemblés pour le transformer en podcast. Raconte-nous un peu. Eh ben écoute, le format Entre Grimpeurs, il est assez simple. Pour moi, tous mes projets tournent autour du grimpeur, autour des riders et autour des échanges qu'on peut avoir entre nous. Et donc pour le coup, l'idée c'était d'être une bande de potes qui grimpent, qui avons des profils tous divers et variés. Et l'idée c'est de pouvoir échanger autour de différentes thématiques et c'est ce qu'on fait dès à présent ce soir. Et toi Guillaume, raconte-nous un petit peu comment tu as rejoint le format podcast Entre Grimpeurs. Eh ben c'est Amael qui m'a envoyé un message en me demandant si je voulais participer. Moi je suis un peu moins axé autant escalade pure que vous les gars. Moi ma chaîne YouTube ça est vraiment dédiée à l'histoire de l'alpinisme et des sports de montagne. Mais je vais essayer d'apporter un petit apport historique et de raconter des anecdotes assez sympas sur l'origine de l'escalade puisqu'elle trouve sa source dans les sports de montagne. Bon les gars, on se rejoint tous avec la verticalité. Stylé. On a aussi Papel. À La Réunion, tu peux grimper. Raconte-nous un petit peu ta rubrique là. Qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler des cotations. On a vu un petit peu des choses qui peuvent faire un petit peu débat là-dedans. Vous verrez plus tard de quoi on va parler. Merci beaucoup Zeldaling pour le follow, c'est très gentil. Et sinon, du coup, j'ai pas eu le début, je sais pas ce qu'il faut dire. Non, là on est toujours dans la présentation des. Putain, ça rebug quoi. On est toujours dans la présentation des intervenants, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. T'as juste tant que ta caméra qui est en face de toi te record, on va pouvoir continuer et tu vas pouvoir étayer tes propos dans la 3e rubrique. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Vous êtes là pour passer une petite heure avec nous et on va démarrer avec la rubrique d'Ablock. Témoignages, discussions sur les sujets qui nous touchent, escalade. Est-ce que tu peux nous présenter ta rubrique aujourd'hui? Eh ben exactement. Alors ma rubrique, elle s'appelle Cordes sensibles. L'idée c'est qu'on puisse tous témoigner. Donc si même vous, si dans les commentaires, en suivant le live, vous avez envie de participer, n'hésitez pas.
l'idée aujourd'hui, on parlait du coup des cotations, donc c'était de poser une problématique ou en tout cas un questionnement sur comment on aborde une voie, comment on aborde un bloc. Est-ce qu'on va plutôt privilégier d'un côté d'aller vers des blocs où la cotation nous importe, tel que le résultat, par exemple un objectif, faire son premier 6A, faire un 8A, ou est-ce qu'on va plutôt se focaliser sur la beauté de la voie, le choix de la ligne, l'esthétique, le cadre, le lieu, au détriment de la cotation. Et donc même si on a un niveau de faire du 8A à 8B, bah peut-être qu'on préférera aller dans un beau 5A, un beau 5C, plutôt que d'aller faire du dur pour faire du dur. Donc je sais pas un peu déjà vous qu'il en est, tu vois, Baptiste, Guillaume, Papel, un peu votre aspect par rapport à la grimpe, comment vous choisissez vos blocs ou vos voies. Vas-y Guillaume, je t'en prie. Ouais. Alors, Vas-y Guillaume, commence. moi du coup c'est un peu particulier puisque du coup je suis un peu moins fort grimpeur que vous. Donc du coup je suis max dans du 5B. Donc du coup je vais pas aller plus fort. Mais du coup non, je me focalise pas trop sur le niveau, d'autant que j'ai un petit niveau. Je me focalise plutôt ce qui me plaît dans la grimpe. Moi c'est plutôt d'être bien conscient de ce que je fais, toute la partie de se sécuriser, que ce soit quand t'assures ou quand tu grimpes. Je trouve ça intéressant de bien avoir les bons mouvements, de savoir ce qu'il faut faire. C'est plutôt le côté intellectuel de la grimpe qui me plaît. Et du coup, voilà, des voies en 5A, 5B en tête, c'est largement bien. Mais j'ai pas la capacité de grimper au-dessus, donc je vais pas vous dire que je vais pas avoir un avis très approfondi là-dessus. Ouais, mais Toi, Papel sans parler. Mais est-ce que tu choisis des beaux 5A, 5B? Ok les gars, Ouais, sans vas-y Papel. Merci. Est-ce que tu choisis au moins des beaux 5A, des beaux 5B? Genre, est-ce que avant de partir dans un 5A ou un 5B, t'as une réflexion sur ce que tu vas prioriser ou tu fais bêtement avec ce que t'as autour de toi, Non, quoi? je fais avec ce que j'ai. On a des petits spots de grimpe vraiment sympas, pas trop de monde, des petites valaises. Dès que t'es au sommet de la voie, t'as la vue sur les montagnes, des fois enneigées et tout, parce que les saisons de ski et de grimpe se chevauchent. Où il y a un endroit, c'est un endroit où tu peux faire du camping, tu peux faire ton brasero au pied des voies, tu vois, t'as des trucs pour faire ton barbecue. Donc c'est plutôt les environnements et la vue sur la vallée, la vue sur la montagne qui est sympa, plutôt que les voies en elles-mêmes qui sont cool, mais j'ai bien envie d'aller grimper autre part pour découvrir des rochers un peu plus intéressants. Amael, tu voulais Ouais. diriger? Ouais, en fait, au-delà de ton aspect, tu vois, Guillaume, t'auras un point de vue tout aussi important et intéressant. En fait, pour moi, c'est pas une question de niveau de grimpe qui détermine cette question de est-ce que je préfère aller dans des cotations, choisir mon projet par rapport à la cotation, ou choisir mon projet par rapport à, comme tu le disais, toi, par exemple, la technicité, l'apprentissage des manips de corps, de la gestuelle. Voilà, pour moi, c'est complètement décorrélé. Tu peux avoir envie de faire une voie en 5B qui pour toi sera très technique et où tu vas focaliser tout ton objectif sur la cotation, comme juste aller prendre du plaisir parce que la vallée elle est belle et que tu as envie de voir un panorama qui est exceptionnel. Non, mais c'est totalement ça. Mais après, voilà, moi, je suis j'apprends à mon rythme. Après, j'ai plus, je pense, envie de maintenant, dans ma progression, d'aller faire de la grande voie. Et pareil, dans des niveaux faciles, dans le sens où le but, c'est d'aller passer une journée en montagne, au soleil, de kiffer l'itinéraire. Et de toute façon, moi, dans tous les sports que j'ai pratiqués, j'ai jamais trop cherché la perf. Donc voilà, c'est un peu mon état d'esprit global sur tous les sports que je pratique. C'est pas forcément la perf, mais c'est le fait d'être dehors et de profiter de la journée, quoi. Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça dépend aussi de là où tu habites. Moi, par exemple, sur Metz, on n'avait que des petites falaises de 10-15 mètres. Donc, au final, tu vas chercher la performance parce que tu te fais chier. Mais aujourd'hui, tu vois, en Haute-Savoie, en Savoie, tu as des spots de grimpe magnifiques qui te donnent une autre expérience de la grimpe, plus plaisir, plus contemplatif. Et clairement, aujourd'hui, ça me plairait beaucoup plus de faire de la grande voie sur 6 longueurs. Et alors que c'est du 6A, que de me taper un 7B Ok. de 10 mètres. Tu vois ce que Ouais, c'est pas la même les mêmes objectifs, les mêmes envies. Mais je comprends totalement. Effectivement, quand t'es restreint comme toi sur un secteur où bah t'as fait vite le tour, bah effectivement, si t'as fait un peu tous les blocs qui étaient à ta portée, peut-être que bah le second objectif après la beauté de la ligne, bah ça va être de se challenger dans le dépassement physique, quoi. Mais là, t'as un nouveau terrain de jeu pour t'éclater, donc ça t'apporte aussi une nouvelle vision de l'escalade et de la pratique. C'est clair, c'est clair. Et toi, Amael, est-ce que tu as
Est-ce que tu grimpes en fonction des cotations? Maintenant que tu as atteint quand même un niveau professionnel, est-ce que tu regardes? Je regarde. Comment tu regardes ça, les cotations? Moi, je suis quelqu'un qui déteste passer trop de temps dans un projet. Donc, pour le coup, le fait de prendre un projet avec une cotation, ça m'intéresse, mais absolument pas. Mettre les mains dedans quand t'as des copains qui testent des choses, oui. Mais si ça passe pas à la séance, franchement, je m'en carre le cul, quoi. Je préfère avoir une belle ligne esthétique et la partager. Et c'est pour ça que bien souvent, quand je vais en falaise, je pourrais choisir de me dire, allez, vas-y, tu te mets dans du 7B, 7C, un truc un peu physique, long. Non, au final, je préfère vraiment aller dans un 6A où je vais me sentir vraiment à l'aise, faire de la rando. Et par contre, ce qui est important pour moi, c'est que les moves, tu vois, ce soit une voie qui soit agréable à grimper. Que la gestuelle soit belle, que le cadre soit joli, que ça déroule, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui définit finalement la beauté d'une voie? Je pense que c'est 2 trucs, tu vois. Enfin, 3 même. T'as évidemment les mouvements que tu vas retrouver là-dedans. T'as le cadre qui est hyper important, je pense. La hauteur aussi, moi je sais que j'adore les voies qui vont haut. Tu vois, une voie de 10 mètres, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais il y a peu de chances que je la trouve majeure, tu vois. Mais après, ça dépend de chacun. C'est aussi parce que voilà, moi j'aime pas trop le bloc, etc., que j'aime vraiment dès que tu grimpes quand même, que t'as quelques dégaines à poser. Et c'est vrai que au niveau de la cotation, tu peux avoir des super 5 vraiment hyper beaux. Mais en termes de mouvement pur, je trouve que c'est quand même, je dirais, ouais, peut-être à partir du 6A, 6B, que tu retrouves des mouvements un peu plus intéressants en termes de technique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est pas sur une échelle, entre guillemets, avec que des gros bacs. Tu vas avoir des fois des petits pas qui seront exigeants, le petit crux de la voie où tu te dis, OK, bon, faut quand même le petit calage. Tu peux passer en bourrinant. Mais si t'as le bon calage, bah ça va dérouler sans forcer, quoi. Puis après, ça dépend des moods, ça dépend d'avec qui t'es. Mon meilleur pote, c'est un truc que j'ai déjà dit, c'est quelqu'un qui grimpe, mais que des cotations faciles. Il a aucune envie d'aller grimper des trucs durs. Et il grimpe pas en salle, ça l'intéresse pas. Lui, il aime bien aller grimper dehors. Et pareil, donc en général, quand je vais grimper avec lui, on cherche genre les 5 qui vont le plus haut possible. Ouais. Et t'as des super 5 qui vont te faire 30 mètres, t'as un peu de gaz, t'as des mouvements quand même qui peuvent être sympas, etc., où tu peux te retrouver à faire des oppositions, prendre des trucs un peu en fissure, ça peut être trop beau, quoi. Mais tu vois, moi, c'est un exercice que je me suis prêté à faire, et c'est ce que tu dis, c'est que là, tu vois, ton pote, il cherche des voies dans du 5 qui font 30 mètres de haut. Et toi, peut-être que ce qui t'a marqué comme voie, bah ça sera pas du tout les mêmes. Et en fait, la question derrière ce format corde sensible, c'est aussi de se dire, mais comment on pourrait conseiller une voie à un grimpeur qui est en face de nous, avec lequel on est en train de discuter. Moi qui suis plutôt physique dans le style, mais qui aime bien avoir quand même une belle technique de grimpe, bah j'aurais peut-être pas le même profil ou les mêmes envies de voie, et donc je peux peut-être pas avoir les mêmes choix de voie à te donner et à t'orienter. Ah bah oui. Oui. Donc non, mais puis à la Réunion, vous avez un cadre qui est vraiment cool, tu vois. Enfin, pour le coup, moi je serais frustré c'est personnel, hein, mais je serais frustré de m'enfermer dans une ravine à faire un truc de mutant juste pour dire bah voilà, OK, j'ai fait telle cote. Oui. Tu vois. Après, ça dépend de là où t'en es aussi, de ton accomplissement en tant que grimpeur, hein. Au début, tu vas chercher la performance pour arriver à te jauger, et en développant tes capacités et ta technicité. Parce que je le vois, moi j'arrive au moment où là je prends vraiment du plaisir. Donc c'est les moments-là où je peux prendre du recul sur la discipline et l'apprécier autrement. Mais c'est vrai que les cotations ont été très importantes pour moi au début. Le palier 6B dont on va parler à la fin avec la rubrique de Papel. Il y a des aspects psychologiques qui se débloquent plus tu avances et plus tu progresses en escalade. Mais ça m'amène à ma deuxième rubrique, un peu ce que tu dis là, Baptiste, c'est donc ce qui est une rubrique prise de bec ou prise de bac. C'est est-ce que t'es d'accord ou pas d'accord avec ma vision de la chose. Mais je vois beaucoup de grimpeurs aujourd'hui qui commencent l'escalade et au bout de 6 mois, 1 an, ils disent moi je veux faire 8A. Et ils vont se mettre dans des projets dehors à se dire vas-y je vais taper des 8A. Mais sauf que avant ça, ils ont pas le bagage technique, ils ont pas la gestuelle, ils ont pas la connaissance du milieu, et je pense que ça s'acquiert en faisant beaucoup de cotations différentes et en montant crescendo, tu vois, 5C, 6A, 6B, 6C. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision de se dire il faut aller faire du dur avant même d'avoir travaillé des blocs plus faciles, tu vois.
Je pense que c'est bien de se mettre un gros objectif, ça permet de driver un petit peu ton parcours. Après, il faut être vraiment motivé. Moi, par exemple, tu vois, Thomas avec qui je bosse, là, il y a quelques mois, quand je suis arrivé en Haute-Savoie, il s'était mis en tête de faire le projet 8A. Après, il y a eu l'hiver. Il a lâché ce projet-là parce qu'il a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'étapes avant de passer du CB au 8A, en fait. C'est ça. Et du coup, que ça nécessitait d'être quand même ouvert à du coaching intensif, des exercices répétitifs, une nutrition stricte. Et puis voilà, là c'est l'hiver, il y a eu le ski, donc il préfère aller faire du snow tous les week-ends. Tu m'étonnes. Mais il l'avait annoncé, il était sûr de pouvoir l'atteindre. Mais il s'est démotivé en un mois, quoi. Ouais, Guillaume. C'est un peu ça. Et il n'y a pas eu la discipline qui a pris le relais, quoi. Guillaume, ouais, vas-y. Ouais, non, moi je voulais juste, pour vous, une grosse cotation. Est-ce que de la passer en salle, c'est validé ou faut la passer en XT pour que ça soit validé? Faut la passer en XT, bah évidemment. Dehors, je sais pas. Pour rebondir sur ce que dit Amel, quand il dit il y a plein de néo-grimpeurs qui au bout de 6 mois, 1 an veulent taper du 8A, on peut se dire que les néo-grimpeurs, ça va être plutôt des grimpeurs de salle potentiellement, qu'on fait peut-être de l'auto-enrouleur, qu'on a découvert en salle. Donc, est-ce que, si on se dit on va taper un 8A en salle, est-ce qu'il y a aussi cette dimension aussi XT ou salle? Mais les néo-grimpeurs, peut-être que pour eux, 8A en salle, ça passe, tu vois, c'est 8A. Ouais, mais alors, après, je pense que les cotations. Ouais, c'est sûr. Les cotations en salle, c'est différent que les cotations en extérieur parce que le benchmark est différent. Après, je pense que c'est la répétition. Oui, on peut se baser sur des cotations en salle et je pense que c'est important aujourd'hui pour progresser avec les couleurs. Bon voilà, ça reste une estimation. Alors que les cotations en extérieur, il y a quand même des grimpeurs qui ont du bagage et il y a un benchmark qui fait que un 7B+, il y a le plus, tu vois. Donc ça veut dire que tu as beaucoup de grimpeurs très très forts qui l'ont fait pour lui apporter cette valeur-là. Alors qu'en salle, tu as un mec qui fait juste de la muscu, il peut te faire un 7A, tu vois, facilement. Si c'est dans le toit, par exemple. Ouais, déjà, je pense que si t'es compétiteur, tu fais pas de compétition dehors. Donc pour le coup, ta perf, elle sera forcément en intérieur. Donc déjà, de ce point de vue-là, je considère que tu peux faire une perf et une cotation qui est haute et qui sera tout aussi valorisée et valable en intérieur. Tu vois, l'extérieur, c'est juste une autre approche, une autre facette de l'escalade. Mais pour moi, il n'y a pas de différenciation à faire. Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est qu'on va parler, là on parle de cotation, mais quand on est du coup en salle de bloc, les cotations, on voit dans beaucoup de réseaux de salles, par exemple, j'ai une bêtise, mais la couleur bleue, dans tel réseau de salle, ça vaut ci ça. Ouais, mais c'est complètement décorrélé par contre de la cotation qui vient de l'extérieur et qui là du coup a un autre bagage gestuel de grimpe. Donc en fait pour moi fais gaffe, ils vont croire que les Bleus d'Arcos Nation, c'est si ça, mec. Ils vont avoir leur ego. Vas-y, Guillaume. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que dans ton exemple du néo-grimpeur qui arrive et qui se dit, ouais, je tapais 8A et tout, il y a plus de chances que ce néo-grimpeur, il ait commencé par un parcours de salle. Exactement. Donc, dans leur tête à eux, c'est leur référentiel. Mais voilà, ce que je voulais montrer, c'est qu'il y a quand même un gap après, entre faire un 8A en salle et un 8A en extérieur. Bah, les prises, elles sont pas jaune fluo, donc, avec puis le type de rocher. Puis en fonction de là où tu vas, c'est côté plus fort ou moins fort, tu vois, un 8A dans les calanques, c'est pas là. Puis t'as l'engagement. Les gars, en salle, on va déborder. Allez, on va se faire un petit tour de table pour répondre à la question, oui ou non. Vous grimpez en fonction des cotations ou du plaisir de la ligne? Amel, en une phrase. La ligne, définitivement, c'est sûr. Guillaume, en une phrase. L'environnement global. Papel, en une phrase. Les potes avec qui je suis. Ah, c'est super. On va passer à au deuxième point de ta rubrique, Amael, pardon. Est-ce que tu peux la présenter? On l'a plus ou moins abordé. C'était prise de bac ou prise de bec sur, à savoir, est-ce que, du coup, les cotations sont valables dans des salles de bloc? Pour moi, non. On vaut mieux parler d'intensité et d'homogénéisation, d'une certaine forme de niveau par rapport aux couleurs qui sont proposées dans les salles de bloc. Mais coter un bloc en intérieur, pour moi, a pas de sens parce que c'est pas la même gestuelle et qui plus est aujourd'hui avec le parcours qui arrive de plus en plus, des mouvements de skate, de run and jump que tu retrouves quand même quasiment jamais dehors, quoi.
est-ce qu'on peut quand même se dire que les cotations en salle ont un équivalent force physique qu'on peut retrouver en extérieur? Est-ce que c'est un Non. peu la meilleure jauge? Non. Parce Honnêtement, qu'au final, c'est que la force qui... non. Tu vois, une cotation sur un profil, sur une vraie salle de voix, tu vois, qui fait 15-20 mètres, je pense qu'on peut trouver des similitudes. Quand tu fais de la grimpe en tête avec ta corde, que tu poses tes dégaines, la gestuelle se rapprochera beaucoup plus de l'extérieur. Pour autant, grimper dehors, il faut que tu bouffes du rocher et du caillou pour être à l'aise dans cet écosystème. Et donc du coup, il y a quand même deux facteurs qui sont quand même importants et différents à prendre en considération. Et un truc qui change aussi beaucoup avec l'inté, moi ça m'a choqué quand j'ai regrimpé, là quand je suis venu à Paris au mois de janvier, t'as des points tous les 50 centimètres dans les salles. C'est un délire, j'ai trouvé ça trop chiant. Tu fais un mouvement, tu clips, un mouvement, tu clips. C'est abusé, Ouais, quoi. alors, mais après, on est en extérieur sur un crux ou un passage vraiment difficile et engagé. Des fois, les points sont rapprochés. Effectivement, des fois, ils sont espacés de 5-10 mètres. Bon, c'est que là, c'est très facile. Ouais. Mais je suis d'accord avec Non, toi. mais C'est je que cherche des fois, pas- tu vas en salle, tu te dis, mais vas-y, j'ai pas le temps d'avancer, qu'il faut déjà que je clip, quoi. C'est vraiment poussé à l'extrême. Et moi, je suis vraiment pas un pro, un espacement de dingue, etc. Je suis comme tout le monde. J'aime quand les points, ils sont pas trop loin, etc. Mais bon, en salle, c'est vraiment particulièrement proche. Des fois, limite, je prenais ma corde pour clipper. Et en fait, je la prenais sous la dégaine précédente. Ah, non, tu vois non. ce que je veux dire? Donc, en plus, c'est chiant parce que t'es obligé de remettre, de mettre dans ta... Bon, après, enfin, en salle, la responsabilité de la Mais bon, ça sécurité, reste un c'est détail, hein. le cadre du privé, alors que quand tu es dehors, c'est ta responsabilité de t'assurer d'avoir une bonne sécurité. Ça, je pense que c'est normal. Les gars, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur ce débat de cotation en salle? Est-ce que ça a vraiment du sens? Comment améliorer les cotations en salle pour arriver à se rapprocher de l'extérieur? Est-ce que vous avez des idées sur ça? En bloc, t'arrêtes de les coter, déjà. Du coup, il faudrait créer des voies qui ressemblent plus à l'exté, déjà, forcément. On parle de voix, hein, pas de bloc. Ouais, parce que le bloc, pour moi, ça sert à rien de coter du bloc. Enfin, ça n'a rien à voir aujourd'hui. En tout cas, ce qui est représenté en salle de bloc aujourd'hui, dans la globalité des salles, hein. Si on prend une petite salle au fin fond de la Haute-Savoie, ça sera que des grimpeurs qui font de la falaise. Les blocs seront beaucoup plus typés falaise. Mais c'est vrai que si on prend des grosses villes comme Lyon, Bordeaux, Marseille, Paris, on va retrouver beaucoup plus une grimpe qui est différenciante et qui est dans cette école du New School avec du dynamique. Donc pour le coup, retire cette partie, mets-la à part, quoi. On avait une question du chat. Je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Nous, on va les prendre pour les intégrer dans la vidéo. Avant de passer à la rubrique de Guillaume, quelqu'un nous demande, sans résistance musculaire, pensez-vous que la technique suffit pour les grosses cotations? Là, il faudrait des grimpeurs expérimentés pour y répondre. Oui. Allez-y, les gars. Oui, Pourquoi? si tu prends de la dalle ou un profil vertical, il te faut de la tenue de prise. Ça, c'est généralement, tu vois, si t'es sur des micro-crowns. Mais dans une dalle, tu peux être très dans de la technique, que de la pose de pied exclusivement, avec quasiment pas besoin de force de main, même s'il faudra quand même de la force dans les pieds. Donc, oui et non. Ou alors, tu vois, prends l'extrême, tu prends un bloc qui est hyper connu à Fontainebleau, Rainbow Rocket, 8A. Bon, si t'es un peu explosif et que tu sais sauter, et que t'es grand et que t'as le bon profil, tu fais 8A sans savoir grimper et avoir nécessairement de force. Hein. C'est vrai. C'est clair. Donc oui, tu peux trouver des extrêmes. Non, c'est vrai. La question, c'est sans résistance musculaire. C'est quoi que t'entends par grosse cotation, mec? Enfin, j'ai dit mec, je suppose que t'es un mec. Maxime, oui. Il s'appelle Maxime, mais Maxime, est-ce qu'il est encore sur le chat? Je ne sais pas. Il va falloir répondre sans avoir son intervention. Papel, tu avais envie de rajouter quelque chose avant qu'on passe à la rubrique de style alpin? Putain, j'ai plus le chat. Pourquoi j'ai pas le chat? Bon, les gars, c'est pas grave. Papel est à la Réunion, il profite de la vie. Il profite des cyclones. Il a survécu au dernier cyclone.
Je vous entends. Les gars, si vous aimez ce format, on va continuer à le peaufiner, à l'améliorer. On va itérer pour vous proposer un vrai podcast toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Entre Grimpeurs. Ça va être notre petit rendez-vous hebdomadaire. On se retrouvera aussi sur Instagram pour partager ce moment avec vous et prendre vos questions. C'est la rubrique de Style Alpin qui va nous parler des origines de la cotation, l'échelle de... Je n'ai absolument pas réussi à lire le nom. Welsenbach, le W, Willow. Qui a décidé des origines Qui a décidé des origines de la cotation jusqu'au système français qu'on connaît si bien. Peut-être le meilleur. Bien sûr. Je te laisse la parole, Guillaume. Merci beaucoup, Baptiste. Du coup, voilà, ça va être un petit peu, on va dire, court d'histoire, mais si vous avez des questions, avec plaisir, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai à la fin. Donc, les prémices de l'escalade moderne, ça se passe dans le sud de l'Allemagne, en Autriche, au début du 19e siècle. Vous connaissez peut-être, du 20e siècle, pardon, vous connaissez peut-être le grand grimpeur allemand Paul Preuss, qui était vraiment le pionnier de l'escalade libre et le premier à faire du solo intégral même. Et donc, il y a vraiment des très forts grimpeurs austro-allemands qui se démarquent dans les parois calcaires du sud de l'Allemagne, un petit peu dans les Dolomites, ça commence. Et dès 1897, on a Fritz Benesch qui se dit, il faut peut-être commencer à uniformiser. Avant ça, on se disait, bah voilà, j'ai grimpé telle paroi ou tel sommet, et on comparait son niveau en fonction des voies qu'on avait faites et de celles qu'on n'avait pas faites. Mais pour quelqu'un qui n'avait pas pu grimper ces voies, c'était compliqué de se jauger et de connaître son niveau. Donc il fallait faire une échelle de référence. Donc il propose un premier système avec 5 degrés, mais c'était vraiment une ébauche dans un topo d'alpiniste qu'il avait rédigé, et son idée va pas forcément plus loin. Les Anglais, eux, dans le même temps, c'est eux qui ont inventé l'alpinisme tel qu'on l'entend dans les Alpes occidentales au milieu du 19e siècle. Mais ensuite, ils développent une éthique de grimpe assez stricte, et ils commencent à grimper dans le Lake District, au Pays de Galles, un peu dans les spots de grimpe britanniques. C'est pas très haut, mais c'était des falaises, quand même pour certaines, assez techniques pour l'époque. Et eux, ils vont commencer à créer un système avec deux aspects. Il y a un aspect, c'est pour la cotation globale de la voie. Là, ils vont mettre un adjectif. Ça va être easy, hard, severe, very hard, severe. Ça va être un peu pour décrire l'ensemble de la cotation de la voie. Et ils ajoutent à ce système un chiffre qui permet de jauger le passage le plus difficile de la voie. Et ça va être important parce que ça pose les bases d'un débat qui va être très important pour le futur. Est-ce qu'on cote la voie dans sa globalité, ou est-ce qu'on cote la voie au passage le plus compliqué. Ça, c'est une ébauche aussi, mais les Anglais, ils restent un peu entre eux dans ces années-là. Ils s'exportent pas trop dans les Alpes, ni occidentales ni orientales. Ils restent dans leur Lake District et dans leur parois. Et donc, on revient à nos Allemands et surtout à nos Italiens. En 1925, Willow Welsenbach, je pense que je le prononce bien, donc est un grand alpiniste allemand, plutôt glaciériste d'ailleurs. Il est bon en rocher, mais c'est plutôt quelqu'un qui a été très très bon dans les escalades glaciaires. Et il propose une première vraie uniformisation des cotations avec une échelle de 1 à 5, avec comme référentiel les Alpes orientales uniquement. Ça, c'est important, donc vraiment l'escalade calcaire. Et ce système de 1 à 5, c'est de 1 pour facile jusqu'à 5 extrêmement difficile. Il va rapidement y ajouter un 6e degré, qui sera considéré comme les limites des possibilités humaines. À cette époque-là, ils se disent le 6e, c'est vraiment le niveau fourre-tout pour tout ce qui est beaucoup trop fort. Et à la fin des années 20, les premiers Italiens arrivent dans ce 6e degré. Avant, c'était que des Austro-Allemands, qui seront d'ailleurs parmi les plus grands alpinistes de l'entre-deux-guerres. Et à la fin des années 20, il y a notamment Emilio Comici, qui est un immense grimpeur italien, qui commence à arriver dans le 6e degré, et les Dolomites commencent à être un terrain de jeu énorme, et on commence à découvrir les grandes escalades calcaires extrêmement difficiles des Dolomites. Et donc le 6e degré se répand un petit peu, et on va prendre le nom du coup de Sesto Grado, on va prendre le nom italien, puisque c'est vraiment dans les Dolomites que ce 6e degré va vraiment se devenir légendaire. Et donc ce Sesto Grado, ce nom est rentré dans la légende, puisque c'était l'appellation italienne de ce 6e et dernier degré. Aujourd'hui, ce 6e degré, en fait, il équivaut à un 5C 6A, en fait. Et dans les années 30, on a Lucien Devy, donc un grand dirigeant français du club alpin français et aussi du GHM, du groupe de haute montagne, qui était en fait le groupe d'élite de l'alpinisme en France. Et il va proposer d'adapter ce système de Welsenbach, mais pour les Alpes occidentales. Donc le granit, tous les types de rochers qu'on a dans les Alpes occidentales. Il va proposer cette échelle de 1 à 6, mais uniquement pour les escalades rocheuses. Mais il y a le besoin aussi de coter les voies d'alpinisme dans leur ensemble. Parce que le GHM,
c'est pas à l'époque on fait pas que de l'escalade pure en fait. Il y a les Anglais qui font vraiment que du rocher, mais parce qu'ils ont que ça. Mais sinon l'escalade est un moyen de l'alpinisme en fait. Et donc en France, on va créer un système un peu, en fait un mix de l'échelle de Welsenbar et un mix du système anglais, avec une cotation à l'ensemble de la voie avec des lettres de F pour facile à ED extrêmement difficile, mais réparties en 6 échelons. Donc on garde la logique des 6 degrés de Welsenbar, mais on met les lettres comme les Anglais avaient fait. Donc facile, peu difficile, assez difficile, difficile, très difficile et extrêmement difficile. On a les 6 degrés. Et on ajoute aussi une autre échelle pour coter le passage en rocher le plus difficile, pareil, de 1 à 6. Donc là, voilà, on a fusionné un peu le système anglais et le système de Welsenbar, et du coup, on a une échelle de 1 à 6 pour coter à la fois l'ensemble de la voie et le passage le plus difficile. Sauf que petit à petit, on va quand même avoir des nuances qui vont apparaître, et on va coller un moins et un plus, à la fois pour les lettres et pour les chiffres, pour dire, bon, bah, cette voie, c'était du 6, mais un peu plus difficile, donc on va mettre un plus, ou un peu moins, on va mettre un moins. Sauf que le 6 et le 6+, ça va vite devenir un fourre-tout, en fait. Vu que dès les années 20, on avait décrété que c'était un système un peu indépassable, c'était le Sesto Grado légendaire, bah, y a personne qui va se revendiquer vraiment d'être dans le 7e. Donc le 6 et le 6 supérieur, ça va devenir un petit peu un fourre-tout, et des fois, dans des récits d'alpinisme, ils disent oh, c'était du 6 supérieur, mais peut-être qu'en fait, ça méritait une cotation plus élevée que ça. Mais le 6 supérieur, il y a quand même un Français qui va essayer de le dépasser, c'est Pierre Alain, qui était d'ailleurs le premier Français à faire du 6e degré en rocher. Et en fait, toujours avec Lucien Devy, il va proposer d'adapter le système en ajoutant des lettres 6A, B, C, et d'ouvrir l'échelle théoriquement jusqu'à l'alphabet en fait pour dire ok, c'est du 6, parce que le 6 est la limite indépassable des possibilités humaines, mais on peut aller plus loin avec des lettres. Et donc c'est pour ça, aujourd'hui on a refermé l'échelle à A, B, C avec l'ouverture du 7e degré en 1979, mais la cotation française avec les chiffres, les lettres et le plus et le moins, voilà un peu la généalogie des cotations françaises comme on les connaît. Le 7e degré, finalement, ça n'arrivera qu'en 1979, en tout cas reconnu comme tel par l'Union internationale des alpinistes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le 6e degré, ça a été un horizon indépassable pendant presque 50 ans. Et c'est une époque aussi où en alpinisme, l'escalade, c'était un moyen de l'alpinisme, et donc beaucoup de ces passages étaient réalisés en escalade artificielle. Donc c'est-à-dire pas en libre. Aujourd'hui, nous, la norme, c'est de faire de l'escalade libre. Mais à l'époque, beaucoup d'alpinistes, alors certains passages, quand c'était possible, ils passaient en libre pour des questions de logistique. C'est plus facile de toute façon de grimper simplement. Mais la plupart du temps, notamment les grands surplombs dolomitiques, les grands problèmes aussi, les grandes fissures de granit dans les Alpes, on avait recours à l'escalade artificielle, c'est-à-dire planter des pitons, des étriers, avoir recours à du matériel pour s'aider comme point de progression. Pas seulement pour s'assurer, mais pour progresser dans les passages les plus difficiles. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans cette généalogie des cotations. Vous les gars, qu'est-ce que ça vous équivoque les cotations? Quel est pour vous le meilleur système de cotation actuel? Est-ce que vous arrivez à différencier facilement un V2 d'un 6A? Comment ça se passe? Alors, je peux? Ouais, oui, tu peux. On t'en prie. Yes. Moi, je vais être très franc. Genre, notre système français, je le trouve trop bien, hyper clair, en degrés, avec nos A, B, C, etc. Par contre, ce que je trouve vraiment, mais ridicule, c'est qu'on ait le même système en bloc et en voie. C'est-à-dire qu'on va utiliser pareil nos 6 A, B, C, mais en fait, ça a rien à voir, tu vois. Genre, tu prends un 6 A bloc et un 6 A voie, c'est absolument pas la même chose. Et moi, je trouve ça débile, tout simplement. Enfin, je me dis, surtout qu'on a vu que des systèmes, il y en a 1 milliard, tu vois, des systèmes de cotation possibles. Donc, je me dis qu'on aurait peut-être pu essayer de trouver un truc un petit peu différent. Alors que, justement, aux États-Unis, je trouve ça hyper bien ce qu'ils ont. Ils ont le YDS pour Yosemite Decimal System qui permettent du coup de coter leur voie, et ils utilisent le V-Scale pour le bloc, et ça te fait 2 trucs à part pour 2 disciplines à part. Et perso, je trouve ça beaucoup plus cohérent. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que depuis, nous, en France, on a aussi la cotation A pour artificiel. Quand il y a des passages d'artif dans une voie, tu peux avoir un passage en libre côté 6A, et puis après, un passage en artificiel A0, A1, A2. Mais à l'époque, en fait, c'était la voie, c'était... ce passage, il est en 5 supérieur, ce passage, il est en 6 inférieur. C'est comme ça qu'ils parlaient, en tout cas, dans les récits, par exemple, des années 50. Et ils vont me dire, telle longueur, on l'a fait en libre parce que ça passait. Par contre, la longueur d'après, ils ont mis 5 heures à planter au marteau des clous pour passer en artificiel. Mais ils n'allaient pas dire après, dans le topo de la voie, là,
Là, c'est une longueur d'artificielle et tout. Ils essayaient juste d'employer les moyens pour passer. Mais c'est dans leur récit qu'en fait, on comprenait où est-ce qu'ils avaient utilisé l'artif et où est-ce qu'ils étaient passés en libre. Après, quand même, dans les grands exploits, notamment dans les Dolomites à cette époque-là, les longueurs de libre restaient quand même relativement rares, en tout cas dans les très grandes voies. Voilà, elles ont été libérées bien plus tard dans les années 60, 70, 80. Avec Messner? Ouais, notamment Messner qui a libéré normalement une longueur en 7 assez tôt en montagne. Mais ouais, tout à fait, ouais. En tout cas, c'est pour ça qu'on dit libérer une voie, c'était des voies qui avaient été déjà gravies en artificiel, qui du coup sont faites totalement en libre, sans point de progression. Ouais, c'est ça. Est-ce que je peux développer un peu plus sur qu'est-ce que c'est que grimper dans le libre pour les gens qui découvrent l'escalade aussi et qui sont moins dans le milieu comme nous? Bah du coup, le libre, c'est justement de se servir que des prises du rocher. Donc c'est la norme depuis les années finalement 70 et les débuts de l'escalade sportive. C'est de grimper avec ses pieds, avec ses mains et juste de prendre les prises. Mais il faut savoir qu'avant, en montagne, dans une logique d'alpinisme, la norme, c'était l'artificiel. Donc on se trimballait avec un marteau, des pitons, des coins de bois, des étriers, donc des petites cordelettes comme des étriers pour faire du cheval, pour mettre ses pieds dedans, pour passer des surplombs. Donc il y avait tout un attirail en fait et des fois l'alpinisme, en tout cas dans les parois rocheuses, ressemblait plus à de la maçonnerie ou à du bricolage que vraiment à de la grimpe. Mais il y avait une vraie technicité aussi d'artificiel. Il y avait des grands grimpeurs qui étaient connus pour leur capacité en artificiel à reconnaître les fissures. Mais je crois que c'est le but de la chronique de faire un clamère très rapidement. Voilà. Mais c'était vraiment deux paradigmes qui se sont entrechoqués à la fin des années 60 en fait, avec totalement un renversement de normes. On a une question de Victorien et on va terminer le sujet sur ça. Vous pensez quoi des applications qui permettent de coter une voie? Stefano Ghisolfi pense avoir obtenu un 9C+, grâce à une application alors que la voie n'a jamais été faite. Est-ce qu'aujourd'hui les algorithmes permettent de définir une cotation de voie? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Stefano Ghisolfi avait vraiment besoin d'une application pour coter une voie? Bizarre cette histoire. Vas-y Amael. Je pense que effectivement l'intelligence artificielle va être capable de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle est capable d'être au point suffisamment avancé au point de calculer l'intensité des mouvements, de la tenue de prise, des variables aléatoires dans le profil du rocher, tu vois, la météorologie, l'humidité, le soleil. Alors pour coter un bloc ou une voie, moi j'y crois pas trop. Enfin, en tout cas, ça me paraît difficilement plausible. Victorien, je pense que c'était un placement de produit. Voilà, moi je m'occupe de la rubrique entrepreneuriat. Je peux te dire que si ça fait jaser, je pense que c'est juste un placement de produit et un sponsor. On va passer à ta deuxième thématique sur ta rubrique style alpin. Est-ce que tu as envie de nous parler des cordes? Tout à fait. Est-ce que tu as envie de nous faire l'historique des cordes d'escalade? Est-ce que tu préfères quelle est ta marque de corde préférée déjà? Black Diamond, mais c'est personnel et voilà, c'est ça. Mais non, en fait, pourquoi le Sesto Grado est resté comme l'horizon indépassable pendant tant d'années? C'est pas uniquement parce que ça avait un statut de légende. C'est aussi que la corde a vraiment limité le potentiel de progression en escalade pure. C'était vraiment très compliqué d'arriver dans le 7e. Pourquoi? Parce que tout simplement, jusque dans les années 50-60, les cordes, juste si tu tombais, ça cassait. Donc t'avais pas le droit de tomber. Donc va travailler une voie si t'as pas... Pardon? Ou tes vertèbres. Si la corde cassait pas, c'était tes vertèbres qui pétaient. Exactement. Donc en fait, la chute était interdite. Donc va travailler une voie si tu peux pas prendre un vol. Très compliqué. En fait, jusque dans les années 50, les cordes utilisées en alpinisme depuis tout le temps, c'était des cordes à fibre naturelle et notamment des cordes en chanvre. Le chanvre, c'était bien parce que c'était une fibre qui résistait bien à l'humidité. Donc quand tu es en montagne, que tu te prends un orage, que la corde elle traîne dans la neige et tout, tu es content d'avoir une corde qui subit pas trop l'humidité. Le problème du chanvre, comme toutes les fibres végétales, c'est que quand elle était mouillée, dès qu'il faisait un peu froid, elle devenait raide, ultra raide, elle coulissait mal dans les mousquetons, elle faisait des nœuds. Enfin, c'était un peu un enfer. Il y a plein de récits où les gars, ils sont obligés de balancer la corde au bout de 2 longueurs parce que ils ont pris une averse de neige, la corde a gelé et elle est plus utilisable. Mais surtout, ces cordes, pour vous donner un truc chiffré, elles pouvaient casser globalement pour une chute libre d'1 mètre pour une personne de 80 kilos. Donc tu prenais même un petit vol d'1 mètre, la corde elle pouvait péter. Donc t'avais vraiment pas le droit à l'erreur.
Et en plus, comme tu le disais, Papel, les gens s'encordaient à la taille. Les premiers baudriers sont qu'arrivés à la fin des années 60. Et c'était pas pratique parce que c'était des harnais plus que des baudriers qui te prenaient en fait le haut du corps. Donc pour travailler les mouvements, c'est vraiment pas simple. Donc en fait, ils s'encordaient à la taille tout simplement là. Et donc si la corde cassait pas, c'est effectivement tu pouvais te briser la colonne vertébrale ou les vertèbres. Donc jusque dans les années 50, la chute est interdite. La corde, elle sert à quoi, vous allez me dire? En fait, la corde, elle servait tout simplement à assurer, à faire monter le second cordé, à permettre aussi en escalade artificielle d'être un moyen de progression. Le second pouvait se tirer à la corde si il n'arrivait pas à passer. Ça permettait sur les arêtes et surtout ça permettait de faire des rappels. S'il fallait battre en retraite à un moment, la corde, tu l'attaches et elle pouvait servir totalement de façon safe pour les rappels. Mais pour prendre un vol en tête, donc pour travailler des passages difficiles, c'était juste pas possible, ça n'existait pas. À la Seconde Guerre mondiale, les Américains, dans un usage militaire, inventent les premières cordes dynamiques. Donc ils se rendent compte que le nylon, en fait, les cordes synthétiques, ont des bonnes propriétés d'élasticité, plus de 5 fois supérieures à l'élasticité des cordes en chanvre. Donc là, on se dit, ok, là, peut-être que c'est des cordes qui peuvent ne pas casser, même si on tombe avec un facteur de charge important. Et ces premiers cordes dynamiques, donc elles sont dès 1942 mis au point, mais avant d'être commercialisées pour l'escalade, pour la pratique sportive, ça va prendre encore un peu de temps. Au début des années 50, il y a Edelman Reeder, qui est en fait l'ancien nom de la marque Edelreed, qui va inventer la première corde Amgen. Et pourquoi c'est important? Parce que les cordes en nylon a provoqué quand même encore des accidents parce que elles étaient plus élastiques. Par contre, dès qu'il y avait une aspérité du rocher, une petite arête effilée, il y avait plusieurs accidents parce que la corde tout simplement a coupé parce qu'elle manquait de résistance. Et donc Edelreed va être la première corde Amgen, donc il y a en fait du nylon tressé à l'intérieur qui est l'âme de la corde, qui est garante de l'élasticité et de la sécurité. Et il rajoute en fait une deuxième surface comme une coque en fait qui est la gaine, qui permet, elle, d'être plus résistante et de pas souffrir des frottements, des aspérités du terrain, et donc limite les risques que la corde soit sectionnée. Et enfin, au milieu des années 60, toujours Edelreed, mais en partenariat avec, en même temps que Mammouth, vont commercialiser les premières cordes dynamiques vraiment multi-chutes. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser plusieurs fois, c'est-à-dire prendre un vol et réutiliser la corde. Parce qu'avant, vu qu'on se disait, voilà, il y a un problème avec ce facteur de chute, c'était compliqué de réutiliser une corde si un grimpeur avait chuté avec les premières cordes dynamiques. Donc avec les cordes multi-chutes, en fait, c'est des cordes qui vont pouvoir être utilisées pour l'entraînement et qui va accompagner après les années 70 du coup le développement de l'escalade libre, parce que là on peut enfin travailler des passages difficiles, ne pas avoir peur de tomber. Donc aussi dans les surplombs, ne pas avoir peur. Pourquoi on utilisait de l'escalade artificielle dans les surplombs? Tout simplement parce que si on lâchait, il y avait vraiment un risque que la corde casse et que ça soit fini. Donc l'escalade artificielle était là aussi comme un moyen d'assurer sa progression avec un matériel de base, la corde, qui était vraiment à des années-lumière de ce qu'on connaît aujourd'hui. Les gars, est-ce que vous avez eu, vous, des expériences avec des cordes? Bonnes ou mauvaises? Ah, moi, avec une corde, je me suis brûlé la jambe il y a pas longtemps. Je vais vous raconter comment. Mais c'est marrant, mec, parce que ta rubrique, en t'écoutant là, je me rends compte, c'est vraiment toute la première partie de ma prochaine vidéo. C'est un délire. Mais vraiment, je parle exactement de ça. Et il y a un autre truc intéressant avec ce que tu disais par rapport à l'interdiction de chuter, c'est que cette interdiction, elle va rester quand même un petit peu plus tard, quelques années après, alors même que les cordes étaient devenues safe, mais c'était un truc qui se faisait pas, tout simplement. Genre, quand t'allais grimper, si tu tombais, t'avais pas mérité ta voie et tu devais tout recommencer depuis le début. Et c'est jusqu'à ce que t'as Ray Jardine qui arrive, qui était un grimpeur qui, lui, justement, toutes les règles, tous les machins, etc., il s'en foutait complètement. Donc, il est assez connu, notamment, pour avoir inventé les Friends. Les Friends, pour ceux qui connaissent pas, c'est les coinceurs à cames qui permettent de se coincer dans des fissures pour s'assurer et remplacer ainsi les pitons qu'on mettait dans la paroi. Mais il a aussi, par exemple, taillé des prises sur le nose d'El Capitan parce qu'il voyait qu'on ne pouvait pas passer en libre et que lui, il voulait le faire en libre. Donc bref, c'est intéressant de voir que ça a finalement quand même un petit peu perduré à la suite, cette interdiction de la chute, quand bien même le matériel s'était quand même développé. Complètement. Et écoute, merci de ton intervention. Vas-y, continue Guillaume, et après on passera à la prochaine rubrique. Non, et puis pour revenir à Paul Preuss, du coup, le grimpeur allemand du début du XXe siècle, qui s'est tué très jeune dans un des premiers solos intégral de l'histoire, lui, il trouvait que la corde, c'était déjà triché, en fait.
Donc, en fait, ils grimpaient les voies et ils descendaient en désescaladant. Donc, il y a aussi dans les temps anciens quand même des mecs avec des éthiques puristes où même ils se sont dit la corde de toute façon, moi je veux faire de l'escalade pure, du libre et tout. Donc, vu que la corde elle casse, autant que je m'en serve pas quoi. Super thématique, super rubrique et on va passer à la rubrique du réunionnais. Papel, grimpe et controverse, discussion sur les enjeux sociétaux et culturels de l'escalade. Vas-y, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous présenter ta rubrique, Papel ? D'ailleurs, je me suis un peu fait avoir sur la rubrique. C'est vraiment moi qui est la plus casse-gueule. Je vais me faire cancel avec vos conneries. Mais bon, faut y aller. On est prêt. On a fait l'échauffement. Grimpe et controverse. Moi, il y a 2 trucs dont j'avais envie de parler. La première, c'est qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette omniprésence du top sur les réseaux sociaux ? Ce que je veux dire par là, bon, on le sait, Instagram, c'est le réseau du paraître, hein. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil dessus, etc. Et quand tu ouvres Insta, t'as l'impression aussi que tout le monde est un super fort grimpeur, que tout le monde est trop fort dessus, ça va dans tous les sens. Et plus ça passe, plus il y a eu une nouvelle vague où tu avais certes des grimpeurs qui voulaient montrer justement des cotations un peu plus accessibles, des blocs un peu plus faciles, etc. Mais avec quand même en ligne de mire toujours ce top. Comme si une vidéo de grimpe où il n'y avait pas un top, un enchaînement, ça n'avait pas sa place. Alors que fondamentalement, quand tu passes pas mal de temps à grimper, tu passes aussi pas mal de temps à tomber. Et moi, je sais que j'ai aucun problème, tu vois, à mettre des stories d'un blog que je fais où je tombe, etc., de machin, à poster des chutes. Mais je trouve que c'est un truc qu'on voit quand même assez peu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, et puis le chat aussi ? Moi, je pense qu'effectivement, on est trop axé dans cette société de paraître, en fait. Donc, comme tu dis, tu vois, c'est toujours, on glorifie la réussite, mais on oublie tout le travail en amont qui a permis cette réussite. C'est toujours ouais, t'as réussi. Ouais, mais ça fait 10 ans que je travaille en fait. J'ai pas explosé en 6 mois, tu vois, dans mon projet entrepreneurial ou dans ma voie. Et je trouve que comme tu le dis, il faudrait qu'on voit plus d'échecs en fait. L'échec ça c'est une phrase bidon mais on sait tous que l'échec ça te permet d'apprendre. Bien sûr. Et montrer cette facette-là, je pense que ça recentre le débat sur quelque chose de plus réaliste et plus plus représentatif de la grimpe ou du grimpeur qui s'exprime sur les réseaux à mettre le seul bloc dur. Par exemple, tu vois beaucoup ça en salle de bloc indoor. Le mec, il va te prendre, admettons que le violet, c'est le niveau le plus dur dans la salle, il va prendre le violet le plus facile. Si ça se trouve, ça sera un violet qui sera plus facile que des blocs noirs, blancs, rouges, que sais-je. Et il va filmer celui-là pour dire, moi, je fais du violet, moi, je suis fort. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui, il faut se faire plaisir, mais faut aussi être réaliste par rapport à son niveau et à ce qu'on fait, quoi. C'est sûr. Mais après, est-ce que c'est vraiment la grimpe intrinsèquement qui amène ça ? Je suis pas sûr. Je pense que c'est quelque chose d'hyper humain, quoi, tu vois. À mon avis, les coureurs sur ce travail, ils vont mettre pareil, ils en ont chié comme pas possible sur leur run, etc. Ils vont te mettre petite course tranquille de mon matin, tu vois. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, par contre, c'est que quand même, c'est pas qu'il faut se méfier des réseaux, mais il faut vraiment garder à l'esprit que c'est pas la réalité, parce que je pense que des gens qui peuvent débuter, etc., qui n'ont pas forcément trop ce recul, ils vont se sentir mal, tu vois. Ils vont se dire, mais moi, j'ai commencé depuis, je sais pas, 2, 3, 4 ans la grimpe, etc. Je progresse pas très vite, et là, je vois ce mec qui a mis un rel où ça fait 6 mois qu'il grimpe, il est déjà trop fort. Et ce que j'aurais envie de dire aux gens, c'est regardez pas forcément les gens sur les réseaux pour vous donner une idée de vous qui vous êtes. Regardez dans votre salle tout simplement et vous allez voir que dans votre salle, c'est pareil. Les gens, ils galèrent. Les gens, c'est pas hyper fluide, etc. sur leur bloc. Ça tâtonne, ça cherche, ça essaye. Et c'est ça la vraie vie, tu vois. Mais tu vois, là, moi, j'ai sorti un reel, il est en train de péter. J'ai sorti aujourd'hui, donc c'est drôle de parler de ce sujet-là sur les cotations. Le concept, c'est d'aller dans des projets, donc qui sont à mon niveau. Mais le concept, il restera le même, peu importe ton niveau, au-delà de la cotation. Et en fait, on me voit prendre des buts, on me voit prendre des plombs, on me voit râler, on me voit m'exprimer, rire. Et en fait, je trouve que c'est chouette de montrer ce moment de vie avant juste le top. Parce que le top, c'est 5 secondes de tout ce qui s'est passé avant. Et en fait,
le truc a fonctionné et fonctionnera même si tu réussis ou que tu ne réussisses pas, parce que ce qui est important en fait c'est l'histoire de vie qui t'a amené à réussir ce projet ou pas. Mais en fait c'est l'aventure que t'as vécue qui te permet en fait de t'amuser. En tout cas moi je me fais kiffer à l'escalade. Je sais pas ce qui est commencé pour vous Guillaume et Baptiste, mais que je réussisse ou que je réussisse pas mon bloc, bah, ce qui m'a fait kiffer c'est d'essayer, c'est d'apprendre des nouveaux mouvements, c'est d'être avec les copains, c'est de faire des blagues. Mais le top c'est un plus. Tu vois, enfin, et si on l'a, tant mieux. Si tu l'as pas, au final, t'auras quand même appris quelque chose dans ton bloc. Donc, faut pas s'arrêter à juste montrer un beau bloc, quoi. Enfin, je sais pas. Bon, après, t'as raison. Tu vois, moi, les formats courts qui ont vraiment bien marché, c'est là où je travaille le bloc. C'est on voit les répétitions, les chutes, ce que tu disais, les moments de vie avant de topper. Et je pense que les gens, ils veulent voir de plus en plus du réel. Mais après, là où je serais pas d'accord, c'est qu'il faut quand même montrer. Si tu postes un bloc, les gens ont envie de voir la fin. C'est comme une histoire où, enfin, c'est bête de pas voir le dénouement de l'histoire alors que t'es là pour consommer du contenu. Ouais, mais c'est peut-être ça que demande Instagram. Mais la fin peut être un message. La fin en soi, elle est pas forcément dans la réussite de ramener les deux mains sur ta prise. Tu vois, la fin, ça peut être une punchline, ça peut être un message, elle peut être autre, tu vois. Ouais, bah après, ça reste le storytelling sur Instagram. Il faut réussir à apporter, tu vois, des pics. Mais là, on a une vision de créateur de contenu, tu vois. On n'est plus dans le kiki lambda qui publie son blog, pendant sa séance d'escalade. C'est clair. Même moi, je sais pas si vous avez déjà vu passer ça. De temps en temps, ça pop dans mon feed, etc. Ça me fait rire. C'est les gens qui vont te décrire, je sais pas, une bleue, par exemple, comme si c'était un projet d'Atamondra. Ça va te remettre, justement, tu vois, toutes les émotions par lesquelles elles sont passées. Pardon, j'ai dit... Non, on va pas se mentir, 9 fois sur 10, c'est des meufs qui font ça. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai plusieurs profils en tête, mais je trouve qu'effectivement, des fois, c'est un peu exagéré sur, là, je mets un talon comme ci, et je fais ça, et là, je suis en souffrance, et je mets... Ouais, arrête. En plus, non seulement ils font passer certains de ces vidéos comme étant pédagogiques et en apprentissage technique, alors que rien du tout. Dire que j'ai mis un talon, puis j'ai mis la main gauche, puis j'ai mis la main droite, alors, puis là c'était dur et j'ai ramené. Ça c'est encore autre chose. Ça c'est les gens qui décrivent leur bloc, mais en parlant dessus. Moi je parle des descriptions. Je parlais des descriptions. De la description, écrite, manuscrite. Ouais. C'est ça, exactement. Oui, ouais. Je parlais de ça. Mais oui, je vois ces trucs aussi où ils analysent leur blog, alors que le mec, il a aucune idée, il analyse absolument rien. C'est vrai que là, il te dit juste ce qu'il est en train de faire, quoi. C'est aucun intérêt, quoi. Ouais, mais bon. Je monte mon pied. Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose, Guillaume? Non, mais moi j'ai vu passer un truc. Vous connaissez le phénomène web des Nurshi? Et il y en a un qui s'appelle Nurshi de sportifs en recherche d'attention. Donc c'est surtout des runners, tu vois, ou des mecs qui font du triathlon. Et en gros, c'est pour exposer un peu des gens mi-créateurs de contenu, mi-amateurs ou full créateurs de contenu qui se vendent de performances qui sont des fois, on va dire, globalement pas très bonnes ou, de se mettre trop en avant sur de la perf par rapport à la réalité. Et pour l'instant, je vois pas de grimpeur dessus. Mais ça pourrait être aussi une tendance qui pourrait arriver après sans jugement et tout. Mais voilà, il y a une tendance aussi de gens qui commencent à dire arrêtez d'en faire trop et de montrer de la perf alors qu'en vrai vous êtes ou de vous prendre pour des pros alors que vous êtes des amateurs. Il y a aussi toute une partie de la communauté. En tout cas en running, ils sont hyper violents les gars. Et avant de passer à la prochaine rubrique, on va prendre une question du chat. C'est Antoine qui souligne que c'est peut-être grâce aux réseaux sociaux que l'escalade se développe en créant du contenu. Est-ce qu'on en fait partie de nous, ces gens qui mettent une petite pierre à l'édifice dans la promotion de l'escalade? Qu'est-ce que vous en pensez de ce commentaire? Ouais, on y contribue. On y contribue d'une certaine manière. Est-ce que les réseaux sociaux, pour vous, est-ce que tous les gens qui postent leur bloc, qui font leur petit carnet de blocs, permettent à l'escalade de se développer? Moi, je pense que, tu vois, quand t'es dans ton feed Insta ou sur TikTok ou autre, ou peu importe là où tu le consommes, plus tu vas voir la pratique en images,
et plus tu vas te dire ah bah peut-être que j'irai tester, tu vois, un jour. Si t'as jamais eu l'occasion de grimper, ça peut peut-être te donner envie de te dire ah c'est sympa, c'est chouette, c'est quoi ce truc, te renseigner. Donc je pense que la création de contenu, et quelle qu'elle soit, bah est vecteur de nouvelles envies, de nouveaux profils de grimpeurs. Bon les gars, c'est la dernière partie. Les gars, c'est la dernière partie de la vidéo. On résume un petit peu ce qui s'est passé. On a fait 3 catégories, on a fait 3 rubriques avec Ablock qui nous a parlé des témoignages et discussions liées à la communauté grimpe, Style Alpin qui est revenu sur des anecdotes, les origines de la cotation et aussi l'histoire de la corde. Papel qui continue la lancée et va terminer le débat avec une discussion sur les enjeux sociétaux et culturels de l'escalade. Et on va passer à sa deuxième catégorie, tendance médiatique et sensationnalisme de la grimpe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce titre putaclic ? Ok. La prochaine question, du coup, ça va être est-ce que le 6B, c'est un niveau de débutant ? Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsqu'on débute, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais le 6B, c'est une cotation qui a une aura un petit peu particulière. En général, bon, tes premiers 5A, 5B, 5C, tu t'en fous. Le 6A, t'es assez content. Par contre, le 6B, je pense que pour 90% des grimpeurs, c'est vraiment la première cotation qui va te mettre un vrai but. C'est un peu Margit dans Elden Ring, pour ceux qui ont la ref. Mais c'est la première cote où ça va quand même commencer à devenir un petit peu difficile. Et du coup, à partir du moment où c'est la première cote qui est un peu dure, est-ce que c'est pas finalement un niveau de débutant ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je me mets pas tout seul dans la merde. Ouais, mais alors, je suis pas d'accord avec toi parce que la première cote qui va être difficile, pour moi la cotation elle est dans la tête. C'est-à-dire que là on parle vraiment d'un référentiel de grimpe. À mon sens, hein, je sais pas si je me trompe, Papel, mais tu grimpes beaucoup dehors, donc qui est peut-être basé sur de l'extérieur, là où il y a des grimpeurs qui sont à l'intérieur. Et est-ce que le fait de faire un 5A en tête pour la première fois parce que t'étais incapable de grimper en tête, est-ce que c'est pas la première cote finalement d'une vraie grimpe entre guillemets, tu vois, c'est parce qu'on grimpe en tête et ta première grimpe en tête, ouais. Tu vois, en fait, il y a un aspect émotionnel et psychologique qui est pas forcément pris en compte dans la manière dont tu formules ta question avec le 6B. Ça présupposerait que pour arriver au 6B, il faut déjà être à l'aise dans ta grimpe, dans ton bagage gestuel, dans l'écosystème. Et c'est là où moi j'ai du mal à considérer que le 6B peut être un premier niveau de débutant, peut-être un début de grimpe exigeant avec de la technique, mais pas nécessairement de débutant, parce que le débutant, il a quand même plein d'autres aspects avant la perf physique à prendre en considération. Tu penses qu'il faut un gros physique pour du 6B ? Je pense pas. Pour moi, le 6B, ça dépend où tu vas, hein. Ouais. Ça dépend des secteurs, hein. Il y a des secteurs où, même si c'est pas forcément ultra physique, par exemple, on va prendre une voie qui est assez, qui m'a marqué moi dans ma vie de grimpeur. Ça s'appelle Manque un mètre dans le secteur des Aravis, juste au-dessus du col au niveau du col de la Colombière, au Grand Bornand. Cette grande voie, elle s'appelle Manque un mètre parce que littéralement, il manque un mètre. Il y a un endroit où si t'es pas ultra tanké, ultra physique ou alors juste grand, tu passes pas. Ouais. Et donc là, tu te retrouves vite niqué par un bagage physique, alors que avant, t'as plein d'autres aspects, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, fondamentalement, évidemment que le 6B, c'est pas purement un niveau de débutant, bien sûr. Par contre, c'est un niveau où il y a beaucoup de grimpeurs qui vont se croiser, tu vois. Je pense qu'il y a pas mal de débutants qui peuvent se retrouver à aller grimper un 6B, comme il y a des grimpeurs beaucoup plus avancés qui peuvent en grimper assez régulièrement. Par contre, la manière et l'intention qu'ils vont mettre là-dedans sera pas du tout la même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la différence entre quelqu'un qui irait grimper un 6B pour la première fois, alors qu'il est en moule, qui galère, qui prend 12 000 secs dans la voie, et un gars qui va tranquillement à vue. Donc à vue, pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement y aller sans rien connaître et réussir à enchaîner la voie du premier coup en tête. Mais la différence, elle est énorme.
alors que c'est la même cotation. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est l'aspect, ouais, le prisme est différent en fait dans l'approche. Donc Bon, après, d'un point de vue, si on prend juste l'échelle des cotations, effectivement, le 6B est un niveau plutôt débutant. moi je dirais un bon intermédiaire quand même déjà. Même moi, je me considère encore comme débutant, hein, vu mon niveau. Enfin, l'échelle intermédiaire, pour moi, c'est ceux qui sont dans le 8. Mais débutant parce que ta technique est pas bonne, tu prends un grimpeur qui passe qu'en bourrinant et que du physique, il fait du 6B. Et je pense que le terme est trop large. C'est C'est le début de l'échelle, on va dire. Donc, tu peux utiliser tous les termes que tu veux. Si tu rentres pas avant le 7, ça reste quand même, un niveau accessible pour tout le monde et un niveau d'échauffement pour les intermédiaires et les grimpeurs forts. Vas-y Guillaume, ouais, tu disais. Moi, en tant que grimpeur nul, 6B déjà, tu vois, je sais même pas si je vais y arriver un jour, tu vois. Dire c'est intermédiaire débutant, c'est hard quand même. Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec toi Guillaume, c'est que Enfin, quand tu pour dis moi déjà intermédiaire dans le 8, waouh. Bah, les vraies cotations, c'est pas moi qui les sors les échelles là. Hein. pour moi si ça 6B, tu commences à être un bon grimpeur, tu vois, dans l'intermédiaire. Quand tu commences à arriver dans du 7A, tu commences à devenir un très bon grimpeur. Et quand tu le dépasses et que tu arrives dans le 8e degré, il y a très peu de grimpeurs qui grimpent dans le 8 et au-delà. Moi, je trouve que dans le 8, il y a peu de grimpeurs aussi. Hein. Je suis pas sûr il y a pas grand monde hein, quand même. Sur la quantité de grimpeurs qu'il y en a beaucoup qui peuvent faire du 5, peu importe d'où tu viens, être dans du 5, si tu as un bagage sportif, quel qu'il soit, tu vas t'en sortir. Ensuite, arriver dans le 6, ça demande quand même une certaine gestuelle, un bagage, donc c'est pour ça que pour moi, tu rentres dans l'intermédiaire. Tu peux pas faire du 6A, 6B sans avoir un petit peu de technique. Et après, c'est une question d'investissement dans la pratique pour passer sur les caps supérieurs. Donc tu deviens quand même un bon grimpeur, tu vois. Ça peut pas être du débutant pour moi. Le débutant, il va commencer dans du 5A, dans du 5B, dans du 5C. Il va ensuite apprendre à grimper en tête, si on est en extérieur ou en voie. Si on est à Blo ou sur du rocher, n'importe quel autre secteur, connaître le milieu extérieur, le rocher, ça se brosse, ça s'entretient. T'y vas pas quand il pleut. Ouais, non, mais il y a des plein aspects de trucs à apprendre. météorologiques, tu vois. Enfin, et donc en fait, tu vas graduellement monter. Mais si ça 6B, tu grimpes déjà très bien. Bon, après, je suis assez d'accord avec le commentaire de PLP. Hein. C'est 6B, je pense que c'est une cotation entre les débutants et les intermédiaires. C'est ce que tu disais au début. C'est un petit peu la cotation bâtarde où tu vas avoir un palier et ça va durer 1 an, 2 ans avant de la passer. Mais c'est aussi dans l'escalade les meilleurs moments de la grimpe, hein, ce palier-là. Clairement, ouais. Moi, je crois que j'ai peu autant kiffé de voix que mes premiers 6B. Genre, vraiment, dans ma tête, c'était un truc de ouf, quoi. Genre, Ouais, mais tu peux être un bon grimpeur plus bas. Tu peux être très technique dans tes gestions de cordes, tu vois, quelqu'un qui fait de l'alpi. Tu vois, quelqu'un qui fait, parce que il y a une différence. Mais je pense que Guillaume on va se rejoindre là-dessus et je vais te laisser prendre la suite, mais l'escalade fait partie de l'alpinisme, tu vois, et souvent les gens confondent un peu ce qui est de faire de l'alpi et ce qui est de faire d'escalade pure, juste du rocher avec de l'aquane ou sportive, d'escalade sportive. Mais tu peux avoir des très bonnes connaissances dans ton management de corps, dans tes nœuds, dans la gestion des outils. Et pour moi, ça te fait de toi un bon grimpeur. Je sais pas ce que t'en penses, Guillaume, mais moi, je prends l'exemple de mon compagnon d'escalade régulier, qui est encadrant en CAF, tu vois, donc qui est bénévole, qui peut encadrer bénévolement des gens en montagne. Écoute, quand on grimpe ensemble, voilà, il va généralement pas forcément au-dessus de 6B. Et pourtant, il est ultra technique, il connaît énormément toutes les manips de réchappe, toutes les manips de grande voie, etc. Même souvent, quand on va à la falaise du coin, il reprend des gens qui font un peu n'importe quoi en assurage. Ou l'autre jour, il y avait des mecs qui s'entraînaient pour faire des relais de grande voie et ils faisaient des trucs pas très bien. Et lui, il a spoté il leur a dit non, faut mieux faire comme ça et tout. Donc ultra technique avec une grande technique, mais simplement pas forcément la volonté ni physique, etc. d'aller au-dessus, quoi. ouais, et puis il y a des gens qui s'en foutent, hein, tout simplement. Et puis surtout, il y a aussi un truc, et lui, ce que il m'a dit, tu peux faire 6B là, et lui, il va souvent dans les calanques ou dans le sud. Il s'est retrouvé des fois dans des endroits où tu penses être 6B, et puis dans du 5B, t'es max, parce que selon les endroits qui ont été cotés très fort, ou parce que ce type de rocher, parce que c'est des dalles, parce que c'est du surplomb. Donc après, 6B, un niveau de débutant, ça dépend où, ça dépend sur quel type de rocher. Bien sûr.
Et pour moi, il y a des gens qui sont en 6B, mais qui par contre ont une connaissance de l'escalade où tu peux pas dire cette personne-là est débutante, tu vois. Le terme débutant n'est pas est trop généraliste, mais je pense pas que c'était ça que tu voulais sous-entendre. Mais je crois que c'est le but de la chronique de foutre la merde comme ça, de toute façon. Donc T'as réussi, bah bravo. Bon, en tout cas, on a un peu dépassé là, Papel, sur ta chronique. Ça fait déjà plus de 20 minutes. Yes. 23 pour être précis. Eh ben, je crois qu'on va se dire au revoir, les gars. Est-ce que vous avez un petit mot là à rajouter à la fin? Par ordre de passage, Amael, je t'en prie. Eh ben écoute, je pense le plus simple c'est on s'en bat les couilles de la cote. Enfin voilà, on va poser les mots tels quels. Pour franchement, juste prenez du kiff à grimper, que ce soit du facile parce que tu peux apprendre même dans des blocs très faciles. Hein. Un truc qui nous a tous marqué, Adam Ondra qui zip dans Marie Rose en Sissa, le mec il te fait 9C. Hein. Donc on s'en fout des cotations que tu apprendras et tu te perfectionneras. Donc franchement, juste du kiff, du plaisir et puis aller grimper quoi. Papel, ton petit mot de la fin. Moi, je suis assez d'accord avec Amel. Franchement, les cotations, faut quand même vraiment apprendre à s'en battre les couilles. Après, ça dépend aussi du caractère de chacun. Moi, je sais que j'aime bien, essayer d'aller chercher des trucs un peu plus durs à chaque fois. Enfin, non, justement, pas à chaque fois. Mais j'aime quand même, je mentirais si je disais que je m'en détache complètement, que j'en ai absolument rien à foutre. Par contre, faut savoir quand même assez régulièrement faire abstraction de ça. Et en tout cas, surtout, pas limiter la grimpe aux seules cotations. Elles ont une place, mais il y a plein d'autres éléments à prendre en compte qui ont une place tout aussi importante. Donc, vous prenez pas trop la tête là-dessus. L'escalade, c'est un ensemble, hein, c'est plutôt un lifestyle. Et c'est vrai que moi, j'avais mis beaucoup d'importance sur les cotations pour progresser, parce que c'est important d'avoir une échelle. Et je pense que ça dépend aussi des périodes là où vous en êtes dans votre progression d'escalade. Mais en tout cas, si vous avez envie de vous dépasser, c'est sûr que les cotations vous permettra d'avoir un référentiel. Et si vous avez en plus envie de partager un moment, un instant avec des amis, ça sera plutôt le cadre, les gens avec qui vous êtes et ça reflètera autre chose dans l'escalade. Clairement. Et c'est ça. Les gars, c'était une attends. C'est fini, dire, Papel. Mais c'est vraiment ça qui est génial, tu vois, avec la grimpe, c'est que non, je t'ai pas donné la parole. je veux ma dégage allez, de la Papel, parole. allez, termine. C'est vraiment ça, tu vois, qui est cool. C'est exactement ce que tu décris. C'est que avec une même discipline, tu peux aussi bien partir à 5, 6, 7, tu vois, te faire un bivouac dans un endroit trop bien. Si c'est autorisé, il y a des endroits où ça l'est pas, mais bref, et aller grimper des petites voies cool, faire des petites grandes voies, etc. Le soir, tu descends ton pack de bière, c'est nickel. Ou alors, tu pars juste avec un pote, tu te mets à muerter dans une voie et tu donnes tout ce que ça. Et les deux, il y en a pas un qui est mieux ou moins bien que l'autre, quoi. C'est deux expériences différentes et qui sont valables, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de retenir Qu'est-ce que tu as envie de retenir dans 10, 15 ou 20 ans? Voilà, c'est le mot de la fin, on peut s'arrêter là-dessus, quoi. Les gars, c'est fini. Faites vos propres expériences. L'escalade, c'est quelque chose de vaste. Faites-vous kiffer. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les intervenants. On se retrouve la semaine prochaine, lundi à la même heure, 18h en live sur Instagram. Vous pouvez regarder la vidéo en rediffusion à partir de lundi prochain, le temps qu'on fasse le montage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Entre Grimpeurs. Et sinon, vous avez tous les liens dans la description si vous voulez retrouver nos écosystèmes, nos chaînes YouTube, nos réseaux sociaux. On se dit à la semaine prochaine. Si vous avez des idées de thématiques, mettez-les dans la description. Et puis, on vous fait des gros bisous. Ciao, à bientôt. Bon, en vrai, là, les gars, bon, là, j'ai fait le cut de la vidéo, mais les gars, si vous avez des questions comme ça, en mode FAQ,